Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous propose de nous plonger dans une histoire qui met en avant le syndrome du bébé oublié. C'est le fait d'oublier son enfant dans sa voiture lorsque l'on part faire les courses ou que l'on se rend à son travail. Et si c'est en été, eh bien ça peut tuer votre enfant. En fait, quand il fait très chaud, votre voiture bout de l'intérieur, vu que c'est du métal. Et l'accumulation de chaleur peut tuer votre enfant, puisque certains de ses organes cessent de fonctionner. Ça peut également tuer votre animal de compagnie, si vous le laissez dans la voiture trop longtemps. Mais vous verrez que dans cette affaire, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Et à la fin, la question est, était-ce vraiment involontaire ? Donc ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. Leanna, this is your very first interview. Right. Why are you speaking out now? It has been 2.5 years of very heartbreaking silence. Not being able to speak out for myself, not being able to speak out for my son. And it's time for me to do that. It's time for me to talk about him. It's time for me to defend his legacy. You want to change the narrative. Exactly. L'histoire se déroule en 2014 à Vinnings, en Géorgie. Liana Taylor est une jeune femme de 30 ans, diététicienne de profession. Elle est mariée depuis 10 ans à Ross Harris, un web développeur qu'elle a rencontré en Alabama lorsqu'elle avait 20 ans. Lui en avait 23. Ils sont les parents d'un petit Cooper âgé de 22 mois. Quand Liana a rencontré Ross en 2003, tout de suite, elle lui a expliqué ses attentes, à savoir fonder un foyer. Liana a été élevée toute seule par sa mère, donc elle n'a pas connu son père, et son rêve a toujours été de trouver un homme bon avec lequel construire un foyer et avoir des enfants. Ils se marient 1 an après leur rencontre et déménagent à Vinnings en Géorgie pour le travail de Ross, et le 2 août 2012, Liana donne naissance à leur fils Cooper. Avant ça, le couple a eu beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Liana a enchaîné les fausses couches. Du coup, quand Cooper vient au monde, c'est un véritable miracle. Le rêve de la jeune femme se concrétise enfin. Ross, de son côté, était très heureux d'être père lui aussi. Il se réveillait au milieu de la nuit pour donner le biberon à son fils, quand sa femme venait d'accoucher. Quand Cooper a grandi, il l'emmenait très souvent au parc. Il passait le plus clair de son temps avec sa femme et son fils. D'après leur entourage, Ross et Liana formaient un couple parfait, malgré leurs grosses différences de caractère. Liana, c'est une jeune femme qui est très timide, introvertie, qui ne montre pas facilement ses émotions, alors qu'à l'inverse, Ross est très sociable. Il se fait facilement des amis où qu'il aille. C'est un homme qu'on décrit comme extraverti et qui a le contact très facile. D'ailleurs, au départ, les familles de Ross et Liana n'étaient pas forcément pour leur mariage, qui s'est fait très rapidement. Ils les trouvaient trop différents de caractère. Mais force est de constater qu'après 10 ans de mariage, elle renvoie l'image d'un couple heureux. Leur vie de famille est rythmée par une routine classique. Tous les deux travaillent, Liana est diététicienne, Ross est web développeur. Donc ce qu'ils font, c'est que le matin, c'est Ross qui dépose Cooper à la garderie, puisque c'est sur la route pour se rendre à son travail, tandis que Liana le récupère en fin d'après-midi lorsqu'elle sort du boulot. Le 18 juin 2014, c'est un lundi, donc c'est un jour de semaine classique. Ross dépose Cooper à la garderie en allant au travail le matin, Liana le récupère en sortant du travail en fin d'après-midi. Cet après-midi du 18 juin, Liana sort de son travail aux alentours de 16h. Elle arrive à la garderie, il est aux alentours de 16h45. Là, elle se présente pour récupérer son fils et l'une des assistantes maternelles lui explique que son fils Cooper n'était pas présent de la journée. Liana expliquera par la suite qu'au départ, elle a pensé qu'on lui faisait une blague. Donc elle a insisté auprès de l'assistante maternelle. Et là, l'assistante lui a dit « Mais en fait, je crois que vous n'avez pas bien compris. Votre fils n'était pas là de la journée. » Là, complètement incrédule, elle a pensé qu'on avait peut-être enlevé son fils à la garderie. Et quelques secondes après, elle s'est dit peut-être qu'en fait Ross l'a oublié dans la voiture. Et ça, elle le dit à voix haute. C'est un détail, mais qui va avoir toute son importance et on y reviendra par la suite. Du coup, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle sur le téléphone portable de son mari. Il décroche pas. Elle insiste, toujours pas de réponse. Elle appelle à son bureau, pas de réponse non plus. Là, le niveau d'anxiété commence à monter. Son fils n'est pas à la garderie, son mari ne répond pas au téléphone. L'un des employés de la garderie lui propose de l'accompagner au travail de son époux parce qu'il voit que la jeune femme est complètement paniquée. Ils arrivent au bureau de Ross à 17h10 et là, les collègues de son mari lui répondent qu'il est déjà parti depuis un petit moment déjà. Et c'est là qu'elle remarque que plusieurs employés qui sont en train de regarder le journal télévisé de 5 heures sont complètement choqués. Il est question d'un enfant de 22 mois qui vient d'être retrouvé mort dans une voiture après y avoir été laissé plusieurs heures en plein soleil.
Quelques minutes après, elle reçoit le coup de téléphone d'un agent de police et sans même qu'il lui explique la raison de son appel, eh bien elle comprend que le petit garçon de 22 mois retrouvé mort est son fils Cooper. L'agent de police au téléphone lui demande de surtout pas bouger de l'endroit où elle se trouve. Il lui dit « Écoutez, moi je vais vous rejoindre, mais restez là où vous êtes ». Il arrive très rapidement et là il va lui dire ce qu'elle sait déjà, que son fils est mort. Et il va également lui demander de lui détailler la chronologie de sa journée. Donc là, Liana lui explique que le matin même, elle a quitté son domicile à 7h15 après avoir embrassé son fils. Elle précise que c'est son époux qui doit déposer, comme tous les matins, Cooper à la garderie, mais en fait, elle n'en sait pas plus. L'agent l'a conduit au commissariat où se trouve déjà son époux Ross, puisqu'il y est interrogé. Et voilà ce que lui leur explique. Ce matin-là, il a préparé Cooper, comme d'habitude, pour le déposer à la garderie. À 9h, ils se sont arrêtés dans une sorte de restaurant fast-food afin d'y prendre un petit déjeuner. Et on les voit effectivement dans la vidéo de caméra surveillance de ce restaurant. Cooper a l'air en pleine forme. Toutefois, les enquêteurs notent que Ross a un comportement assez inhabituel, à savoir qu'il serre la main au serveur, qu'il leur parle beaucoup, qu'il leur montre son fils, comme s'il cherchait d'une certaine façon à se faire remarquer. Une dizaine de minutes plus tard, Ross explique qu'ils sont sortis du restaurant. Il a mis son fils dans son siège enfant, qui était calé entre les deux sièges avant. Il s'est rendu à son travail, qui se situe à quelques minutes à peine du restaurant. Il s'est garé et il dit en fait qu'il est parti travailler en ayant complètement oublié qu'il n'avait pas déposé son fils à la garderie et qu'il se trouvait dans la voiture. Il explique qu'à 16h15, il a terminé le travail, il est remonté dans son véhicule et qu'il a roulé pendant près de 2 km avant de réaliser que son fils se trouvait à l'intérieur du véhicule. Complètement paniqué, il s'est alors arrêté sur un parking, il est sorti de sa voiture, il a commencé à demander de l'aide, il criait à l'aide. Là, des passants se sont dirigés vers lui et il leur a dit « Mon fils, s'il vous plaît, aidez mon fils ». Et pendant que des passants tentaient de réanimer son fils, lui s'est éloigné de son véhicule et a commencé à faire le tour du parking. Plus tard, il expliquera son comportement par la peur de voir son fils mort. Une voiture de police se rend très rapidement sur place puisqu'ils ont été avertis et l'agent de police expliquera que Ross avait effectivement un comportement très étrange, à savoir qu'il faisait le tour du parking à pied, un téléphone à la main, tandis que les gens étaient en train d'essayer de réanimer son fils. Dans la mesure où à ce moment-là, on ne sait pas encore de quoi est décédé Cooper, on ne sait pas précisément ce qu'il s'est passé, le policier met les menottes à Ross et il le place à l'intérieur de son véhicule. Et là encore, il va avoir un comportement très bizarre, à savoir qu'il se met à crier, à pleurer, puis d'un coup il se calme. Il crie de nouveau, il pleure, puis d'un coup il se calme. Ce que les enquêteurs interpréteront plus tard comme de la comédie. Mais ce qui a le plus troublé l'agent de police, c'est que quelques minutes après l'avoir placé à l'intérieur de son véhicule, Ross lui a demandé de lui desserrer ses menottes puisqu'elles lui faisaient très mal et il lui a fait remarquer qu'il faisait extrêmement chaud à l'intérieur du véhicule. Tout ça a été filmé par la vidéo de la voiture de police et ce passage-là va scandaliser les gens puisque c'est précisément de ça que Cooper est mort. Comme vous l'aurez compris, à partir de là, les enquêteurs qui ont la déposition de Ross mais qui ont également les images de la caméra de la voiture de police ainsi que les témoignages des personnes qui lui sont venues en aide le soupçonnent. Ils le soupçonnent d'avoir volontairement laissé mourir son fils dans sa voiture. Et le comportement de Ross au commissariat confirme leurs soupçons. Ross est laissé dans une salle d'interrogatoire tout seul, et dans les vidéos de surveillance de la salle d'interrogatoire, on le voit crier, pleurer, puis se calmer d'un coup. La même attitude qu'il a eue à l'intérieur du véhicule de police. Pour les enquêteurs, c'est très bizarre, puisque là encore, ils interprètent son comportement comme de la comédie. Et Ross va même jusqu'à avouer aux enquêteurs que quelques jours plus tôt, il a regardé une vidéo de prévention sur le syndrome du bébé oublié. Bon, là, comme vous l'aurez compris, les enquêteurs avaient déjà de fortes suspicions. Maintenant, ils en sont convaincus. Et ils en sont convaincus puisque 3 éléments s'ajoutent au comportement très troublant de Ross. Le premier élément concerne le siège enfant. Le siège de Cooper se trouvait coincé entre les 2 sièges avant, à quelques centimètres à peine du siège conducteur. Ce qui signifie que c'est quasiment impossible que Ross ne l'ait pas vu quand il est sorti de son véhicule le matin. Le deuxième élément, c'est que Ross a expliqué que son fils devait certainement dormir quand il est arrivé sur le parking de son travail et ce serait la raison pour laquelle il n'aurait pas fait attention à lui. Le souci, c'est que dans les vidéos de surveillance du restaurant, on y voit Cooper qui est en pleine forme, qui est même un peu agité, dans la mesure où le restaurant se situe à quelques minutes à peine du parking du travail de Ross. Ça signifierait que Cooper se serait endormi en quelques secondes à peine, ce qui leur paraît impossible. Et le dernier élément, et certainement le plus important, c'est que lorsque les enquêteurs regardent toutes les bandes de caméras surveillance du parking du travail de Ross,
Eh bien, il constate qu'à 12h45, Ross est retourné à son véhicule pour y déposer des ampoules qu'il venait d'acheter après avoir déjeuné avec des collègues. Et ça, il ne leur a pas dit. Il est donc inculpé pour homicide volontaire. Ce qu'ils veulent savoir à présent, c'est le rôle qu'aurait pu jouer Liana. Les employés de la garderie ont rapporté aux enquêteurs que lorsque Liana est venue pour récupérer son fils, elle a émis l'hypothèse que Ross aurait pu oublier Cooper dans leur voiture. Et ça, c'est très étrange, puisque c'est précisément ce qu'il s'est passé. Et puis, il trouve que la jeune femme n'est pas très expressive. Elle n'a pas l'air d'être bouleversée par la mort de son fils. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est voir son mari. On lui propose de le rencontrer en salle d'interrogatoire, seul à seul, et le comportement qu'elle va avoir, les propos qu'elle va tenir, vont susciter beaucoup de questions. Like it was nothing. He wasn't making a sound. You know, I think he fell asleep. He had some comfort for Leanna, too. Yes, I know that he's in heaven right now. I know he is. I know he is. He's playing with all the trucks in the world. Did you say too much? Detectives wondered what she meant. They came back into the room and told Ross he wasn't going home. He's going to jail. He's being charged. Mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas un début d'atome de preuve de son implication. D'ailleurs, l'autopsie de Cooper a démontré qu'il ne présentait aucune trace de maltraitance ou de négligence. Il était en parfaite santé avant sa mort. Et leur enquête de terrain a démontré que Liana était une très bonne mère. Tous ont été unanimes, c'était une femme qui prenait soin de son enfant, qui adorait passer du temps avec lui. Et pour couronner le tout, elle réussit le test du polygraphe. Alors certes, le test au polygraphe, il n'y a pas de valeur sûre derrière. À savoir que vous pouvez mentir et le réussir, vous pouvez dire la vérité et échouer. Mais tous ces éléments mis bout à bout font que Liana ne semble pas être impliquée dans la mort de son fils. Le procès de Ross Harris s'ouvre en octobre 2016 avec plusieurs chefs d'accusation, dont celui de malice murder. Oui. Mon accent est ce qu'il est. Alors, malice murder, je vais le dire à la française, ça sera plus simple. En fait, malice murder, l'équivalent français serait assassinat avec acte de torture et de barbarie. À savoir qu'il s'agit d'un homicide volontaire prémédité impliquant un acte de torture et de barbarie. Bon, j'ai regardé la définition américaine et c'est assez, je dirais pas étrange la définition qu'ils en donnent, mais en tout cas, c'est leur système juridique qui est tel qu'il est. Il n'y a pas vraiment d'équivalent français, puisqu'on n'a pas du tout le même système juridique en France et aux États-Unis. Mais en tout cas, moi, de ma compréhension que j'en ai faite, l'équivalent, ce serait assassinat avec acte de torture et de barbarie. Et en Géorgie, malice murder, c'est le chef d'accusation le plus lourd, puisque Ross risque la perpétuité. Liana est amenée à témoigner durant ce procès, et elle en démord pas. Ross était un très bon père, il adorait son fils, il ne lui aurait jamais fait de mal. Elle a été très critiquée, Liana, avant le procès, pendant et même après. En fait, on lui a reproché d'avoir eu un comportement distant et sans émotion quand son mari avait été arrêté à l'époque. On a dit d'elle que c'était une femme qui semblait froide, qu'elle ne donnait pas l'impression d'aimer son fils, et on lui a également reproché des propos qu'elle a tenus durant les funérailles de son fils. En gros, à ce moment-là, elle a dit en substance « Je sais que mon fils est dans un meilleur endroit que celui-ci, la terre. Il est au paradis et à choisir, je préfère qu'il reste auprès de Dieu plutôt qu'on me le renvoie sur terre. » Et à cause de ces propos, certains y ont vu une complicité de sa part. Elle s'en est toujours défendue. Elle a toujours expliqué qu'étant très croyante, elle préférait savoir son fils auprès du Seigneur plutôt que sur terre. Mais bon, pour certaines personnes, c'est pas passé. D'autant que Liana, c'est toujours d'ailleurs une femme assez distante émotionnellement, dans le sens où elle ne montre pas vraiment ses émotions. Et pour vous dire, certaines personnes ont même déposé des cartes sur la pierre tombale de son fils, où ils y ont écrit, en gros, « Navré qu'on ne t'ait pas aimé de ton vivant, moi, si j'avais été ta mère ou ton père, je t'aurais aimé. » Liana a ensuite donné une interview à un média américain, dans lequel elle s'est exprimée pour la première fois, et elle y raconte que de voir ces cartes sur la pierre tombale de son fils, ça lui a brisé le cœur. En fait, ça lui a fait énormément de mal que des gens aient pu croire une seule seconde qu'elle n'aimait pas son fils alors qu'il était tout pour elle. Et concernant les personnes qui lui en ont voulu d'avoir défendu Ross,
Elle dit durant cette interview, là encore en substance, c'est pas parce que des gens lui en veulent, qu'ils sont en colère contre lui et que moi-même je lui en ai voulu, que je vais mentir. C'était un bon père, il a toujours aimé son fils, il a toujours été présent pour lui. Moi je n'ai dit que la vérité, j'allais pas mentir pour satisfaire l'opinion publique. Et au cours du procès, alors qu'elle est extrêmement fragilisée par toute cette affaire et par les critiques incessantes, elle a subi du cyberharcèlement, cette jeune femme, eh bien elle apprend que son mari lui a caché énormément de choses sur sa vie privée. Durant leurs investigations, les enquêteurs ont découvert que Ross avait une double vie. C'était un homme grivois, un libertin. Il entretenait des relations virtuelles et physiques avec des femmes, dont des prostituées, des hommes et une adolescente de 15 ans. Il est inscrit sur un site de petite annonce qui s'appelle Craigslist. Pour nous, je pense que l'équivalent, ce serait Viva Street. Et ça y allait, comme pas possible. D'ailleurs, dans l'un des messages qu'il a envoyé le matin même de la mort de son fils, il écrit à une femme qu'il se sent malheureux dans son mariage, qu'il se sent prisonnier et que même s'il aime son fils, il a besoin d'une échappatoire. Plusieurs de ces femmes viennent témoigner à la barre. Elles viennent parler de leur relation avec Ross, de son addiction au rapport charnel, mais surtout de son envie de se débarrasser de ce mariage pesant. Autant vous dire qu'après ça, la messe est dite. Et le 14 novembre 2016, c'est sans surprise que Ross Harris est reconnu coupable. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc les conclusions de ce procès, c'est que Ross s'est débarrassé de son fils pour pouvoir mener une autre vie. En janvier 2017, les avocats de Ross Harris déposent une motion pour l'ouverture d'un nouveau procès. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que l'étalage de la vie privée de Ross durant son premier procès, à savoir toutes ses aventures, que ce soit avec des femmes, des hommes, une adolescente, des prostituées, ont fortement empêché la tenue d'un procès équitable. Mais le 20 mai 2021, sa requête est rejetée. Son dernier recours à présent, c'est de faire appel devant la Cour suprême de Géorgie. Liana Taylor a depuis divorcé de Ross Harris, elle a refait sa vie, mais elle continue d'affirmer que son ex-époux n'a pas tué leur fils volontairement et qu'en dépit de toutes ses aventures et obsessions, il a toujours été un très bon père. Eh bien écoutez, pour ma part, je ne pense pas que Ross Harris a tué volontairement son fils. Je pense qu'en fait, il s'est laissé distraire par ses obsessions, par ses addictions. Et je pense qu'effectivement, il a oublié son fils parce qu'il devait être en train d'envoyer des messages sur Craigslist. Il devait être en train de prévoir son prochain plan. Donc, je ne lui trouve pas d'excuses, au contraire. Je pense que moi-même, je l'aurais condamné à de la prison ferme, pas à perpétuité. Parce que j'aurais considéré que c'est de la négligence ayant provoqué la mort. Enfin bon, après ça c'est mon opinion, je pense sincèrement pas qu'il l'ait fait exprès. Ce qui me conforte dans mon idée, c'est justement le moment où on le voit retourner sur le parking à 12h45 pour y déposer ses ampoules. À mon avis, s'il avait vraiment volontairement laissé son fils dans la voiture, il y serait pas retourné à 12h45 pour y déposer des ampoules. Je sais pas si vous voyez un peu mon raisonnement. Donc bon, après ça ce n'est que mon opinion. N'hésitez pas vous à me mettre en barre des commentaires si vous le pensez coupable, innocent, tout comme d'hab. Et concernant Liana, je trouve que les gens ont été très durs à son égard. Elle a subi du cyberharcèlement, elle a été insultée. On a quand même douté de l'amour qu'elle portait à son fils. Et je trouve que c'est ça a dû être dur à vivre pour elle, puisque dans le fond, il y a autant de réactions qu'il n'y a d'êtres humains. Donc elle a réagi de cette façon-là. Elle a réagi de cette façon-là et puis c'est tout. On n'est pas dans son cœur, on ne lit pas dans le cœur des gens. D'autres personnes réagiront autrement. Ok, moi-même, je ne sais pas comment je pourrais réagir face à une telle situation. Mais en fait, ce que je trouve peinant et énervant même, je dirais, c'est tous ces discours en fait moralisateurs et toutes ces personnes qui cherchent tellement à se rassurer et à se conforter. C'est des personnes bien. Du coup, elles vont pas hésiter à rabaisser et à descendre d'autres personnes pour elles se valoriser. Non mais moi jamais j'aurais réagi comme ça. Moi je suis quelqu'un de bien. Mais c'est n'importe quoi en fait. T'es quelqu'un de bien, tu le sais et puis ça te suffit en somme. T'as pas besoin d'aller rabaisser des gens pour qu'on te voit comme quelqu'un de bien. Enfin bon. Et puis ma foi, ce que je vous propose, c'est que si cette vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.